Bien, bah écoutez, après ces pétillantes donc, nouvelles, on a bien compris que notre génération était là pour limiter la casse, mais il y a des choses quand même qui sont tout à fait possibles à faire. Et bien donc on va se lancer dans quelques instants, on vous laisse bon, souffler. Et puis on sait qu'il y aura aussi donc bien sûr des ateliers pour les uns et pour les autres. Et on va parler donc de la transition énergétique, à la fois au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français. Voir ce que l'on peut faire donc les uns les autres avec nos 3 femmes et l'autre homme qui est déjà présent. On va s'installer tout à fait tranquillement. Je demandais à Anne Outman d'avoir la gentillesse de nous rejoindre, ainsi que Virginie Schwartz, sans oublier Christine Linz. Donc montez s'il vous plaît, je vous présenterai au fur et à mesure. Et Patrice Geoffron donc, est déjà là. Il nous manque encore des chaises. Oui, eh bien écoutez, nous allons les fabriquer merveilleusement grâce à une imprimante 3D, ça va être fait vite fait. Voilà, en voilà une, je vous en prie. On peut tout faire maintenant aujourd'hui. Virginie, non, il n'y a pas un ordre tout à fait... donc ça va aller. Il nous manque toujours une chaise. Attendez, 1, 2, 3... Oui, mais moi je peux être debout, il n'y a pas de souci. Vous allez essayer vers d'ici, Patrice, ou là-bas peut-être? Je ne sais plus. Ah ben voilà, je pense que ça va être ça. Oui. C'est formidable, nous avons encore de l'eau, même si c'est la région la plus chaude de France, ainsi que Midi-Pyrénées quand même. Hein. Ce n'est pas que la région Aquitaine qui est la plus chaude de France, c'est à la fois Aquitaine et aussi Midi-Pyrénées qui va englober bientôt Languedoc-Roussillon. Ça va être un vrai bonheur, donc ce sera ça. Merci beaucoup, voilà. Et donc à la vôtre, puisque nous avons ces verres qui sont là. J'attends un top en fait. Pour tout vous dire, j'attends effectivement un départ. Ce qui n'empêche pas évidemment de vous saluer. Voilà, comme nous l'avons fait avec Anne-Sophie, on aura le plaisir d'être avec vous donc, durant ces 3 jours. Si juste vous dire en 3 secondes, c'est pas le plus important. C'est vrai que quand sur France Inter, moi j'ai commencé une émission qui s'appelait CO2 mon amour, merveilleux oxymore a priori, hein, comme ça, parce que les gens me disent mais pourquoi tu appelles ça CO2 mon amour, etc. Bon, c'est en 1992 le point de départ, et je dis très souvent, c'est vrai qu'à cette époque-là, les gens faisaient très peu la différence entre le brame du cerf et l'effet de serre. Bon. Et ça a un petit peu évolué quand même. La preuve. Alors vous, évidemment, vous êtes tout à fait des gens au point, tout à fait renseignés. On l'a vu d'ailleurs par la pertinence des questions. C'est vrai que derrière, il y a tout un modèle économique qui est donc à la clé de ça. Moi, j'étais très heureux d'entendre M. Juppé parler effectivement de sobriété heureuse. Je veux dire, aucun homme politique n'en aurait parlé il y a encore 5 ans. Donc merci Pierre Rabhi d'avoir fait passer donc cette expression. Et effectivement, vous avez très bien pointé aussi, Madame Delallier, qu'est-ce que l'on fait effectivement, sobriété heureuse et croissance. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Cela dit, M. Juppé a parlé de nouvelle croissance. Alors voilà, ça veut dire réinterrogeons le progrès. Est-ce que l'on doit avoir simplement que d'un côté le PIB comme merveilleux totem qui est l'art de compter ce que l'on gagne mais jamais ce que l'on doit, et d'avoir aussi après uniquement un autre totem qui va être le carbone. Voilà, notre société, comme disait Brecht, vous voulez, le problème de l'humanité, c'est que l'humanité c'est nous. Et donc on y est, voilà, on y est. Donc c'est ça. Il faut le prendre de toute façon à bras-le-corps parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des petits-enfants. Je vous disais en écoutant l'ami Jean Jouzel qu'effectivement, ces fameux 2 degrés, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on peut avoir comme discours, à la fois pour bien sûr ne pas faire peur et en même temps
emmener la population que nous sommes les uns les autres, vous représentants des collectivités locales, vous qui êtes aussi donc des experts, des sachants, mais pas que. Et que faisons-nous effectivement pour emmener les gens? Eh bien, on va s'y intéresser, entre autres, avec cette transition donc énergétique qui fait partie, on va dire, d'une transition écologique, on va dire plus large. Mais on sait très bien que qui détient l'énergie, détient le pouvoir. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas simplement au XXIe siècle, c'est la réalité. Et j'ai commencé là, mais on est parti ou pas? Parce que j'ai toujours pas le top, hein, donc je sais pas s'il y avait... Hein? Oui, voilà, il fallait juste me faire ça. C'était très bien, voilà, donc c'est parti. Donc je vais pas recommencer, mais si on voit quand même aujourd'hui que l'énergie et le climat sont devenus la priorité des ministres et des politiques de défense et diplomatiques, c'est pas du tout un hasard. C'est que cela constitue évidemment un risque majeur de déplacement de population et de futurs conflits que l'on ne souhaite pas. On a déjà tout ce qu'il faut sur la table. Donc on va décliner dans cette table réussir la transition énergétique, quelle stratégie développer dans le contexte géopolitique mondial de l'énergie, à la fois on va dire la partie mondiale, la partie européenne, la partie française et puis aussi évidemment nos énergies renouvelables avec nos différents invités. Je vous les présente quand même très vite. Anne Outman, conseillère principale de la DG, du directeur général de la Direction générale de l'énergie, représentant donc l'Union européenne. Nous avons Virginie Schwartz, ici présente, qui est la directrice de l'énergie à la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère. Donc on va parler de cette fameuse loi de transition énergétique, mais pas que. Et Christine Linz, qui est secrétaire générale de Rennes 21. Et là, on va parler d'énergie. Donc c'est un réseau d'énergie renouvelable. Là aussi, c'est quand même une des clés du problème, même si on le sait les uns les autres. La meilleure énergie, bien sûr, est celle que l'on ne consomme pas. Donc on parle d'efficacité énergétique. Et comment embarquer donc tout ce petit monde pour que nous ayons un monde tout à fait vivable. Le cahier des charges, on va dire, de ce 21e siècle, je vais dire, tient en une phrase. C'est comment faire la paix avec ses voisins et avec sa planète. Voilà. Après, comment le décliner? Je suis d'accord avec vous, c'est pas simple. Patrice Geoffron est le directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'Université Paris-Dauphine. C'est un peu notre monsieur géostratégie, énergie, matières premières. Alors, je vous en prie, Patrice Geoffron, donc lançons-nous pour que nous ayons donc ce chapeau, on va dire, et ce contexte géopolitique mondial. Merci pour ces propos introductifs et aimables. C'est un peu compliqué de parler après Jean Jouzel qui a tracé un tel tableau. On est un peu écrasé par les contraintes, mais bon, on est là. Et vous êtes là pendant ces 3 jours pour trouver des solutions. Et donc, ma partie du travail, si je puis dire, c'est de vous donner un peu un état des contraintes économiques. Notamment, on est dans des grands systèmes qui se transforment sur le très long terme. On est mis sous l'injonction de modifier ces systèmes en l'espace de 2-3 décennies. Et si on veut trouver des solutions locales qui fassent du sens, il me semble que ça ne peut pas faire de mal que d'avoir la perception de ce que sont ces contraintes. Premier élément que je souhaiterais partager avec vous, c'est que nous avons autour de nous finalement la démonstration sur la capacité qu'on a à introduire des changements sur des périodes assez rapprochées. J'ai connu, étant enfant, dans le nord de la France, des paysages qui ressemblaient à ça. Il me semble qu'il y a des têtes grises dans la salle qui ont peut-être des souvenirs communs, Denis peut-être. Ces transformations, on les a faites assez rapidement, assez douloureusement aussi, parce qu'il y a derrière tout ça à chaque fois des histoires industrielles. Mais par exemple, donc, nous sommes accueillis ici notamment par ERDF et GRDF, et nous avons là, avec ce petit camion, un des ancêtres de ces entreprises de distribution qui distribuent en l'occurrence les boulets de charbon. Ces transformations, on les a faites assez rapidement. Il se trouve que ce que nous avons devant nous, et vous trouvez là la traduction économique de l'histoire qui nous a été racontée par Jean Jouzel, est une tâche assez effrayante, puisque finalement il nous faut casser en l'espace de 2-3 décennies la relation historique entre la création de richesses et les émissions de CO2. Si vous regardez tout d'abord l'échelle qui est en bas, vous avez un truc qui est un peu compliqué, qui est du PIB, mais dans une échelle logarithmique. L'idée est assez simple. Entre l'ère pré-industrielle et maintenant, on a multiplié à peu près dans un facteur 100 la richesse qui est créée annuellement. J'ai bien entendu les questions qui étaient posées tout à l'heure sur décroissance, sobriété, etc. Il se trouve que la question peut se poser
dans ces termes éventuellement en Europe, il se trouve que si vous allez en Chine, si vous allez en Inde, il y a un impératif de croissance. En tout cas, premier élément, nous n'avons pas d'autres exemples sur 2 siècles d'une capacité aussi formidable à créer de la richesse, fois 100 en l'espace de 2 siècles, étant entendu que dans le même temps, la population mondiale n'a été multipliée qu'environ par un facteur 10. Donc c'est un enrichissement qui est formidable, dont on voit les traces notamment à Bordeaux en France, même si le nucléaire a réduit un peu notre empreinte CO2, nous avons historiquement créé de la richesse en émettant de plus en plus de CO2, et là c'est l'axe vertical, on est quelque part aux alentours, entre 30 et 35, plutôt aux alentours de 35 milliards de tonnes de CO2, ce qui est très théorique, mais l'idée c'est qu'on est parti à peu près de zéro, parce que dans l'ère pré-industrielle, on utilisait de la biomasse, tant qu'on garde à peu près stable, et si vous écoutez Denis Chessou le samedi, vous le savez, le stock de biomasse, il n'y a pas d'émissions nettes, donc on est passé de 0 à 35-40 milliards de tonnes de CO2, on a multiplié par 100 la richesse. L'injonction qui nous est faite, c'est en 2-3 décennies de casser cette relation avec la croissance, de continuer à croître. Alors il peut y avoir un autre modèle qui est un modèle de décroissance, parce que ce que nous avons en bas, ce n'est pas l'échelle du temps, c'est l'échelle de la création de richesse, et donc on peut toujours effectivement créer moins de richesse. C'est l'expérience qu'on a faite en 2009. 2009 est la seule année depuis la Deuxième Guerre mondiale où on a eu moins d'émissions de CO2 au niveau de la planète, et c'était du fait de la crise économique. Donc on voit bien les forces qui sont en tension, première idée. Alors il se trouve que nous sommes sur un continent merveilleux, et Anne Houtman nous le confirmera tout à l'heure, nous avons des ambitions qui sont les ambitions qui ont été formulées. Nous sommes pionniers au niveau mondial dans la définition d'une politique énergie-climat qui est visionnaire, puisque l'objectif est d'effondrer les émissions de CO2 et de les ramener à 20% de leur niveau de 1990 en 2050, avec des temps de passage intermédiaires, moins 20% en 2020, moins 40% en 2030. Ce qui est très ambitieux, c'est une politique de construction ou même de reconstruction de l'Europe autour de cette grande ambition, et puis avec des tensions qui ne seront pas, et des objectifs qui ne seront pas uniformes entre les domaines d'activité. On verra, et c'est ce qui est en bleu, que le secteur électrique devait être pratiquement totalement décarboné à l'horizon 2050, et on a par ailleurs l'intuition qu'on aura sans doute à cet horizon encore besoin de carburant liquide pour la mobilité. Mais néanmoins, 80%, ça nous donne l'ordre de grandeur, et on verra, j'imagine que ça fera partie des discussions que nous aurons ensuite, le sens que ça fait selon qu'un accord dans le cadre de la COP21 ou plus tard est trouvé rapidement ou non. Donc nous sommes en Europe, c'est tant mieux. Le monde ne ressemble pas à l'Europe, et ça c'est un peu plus embêtant, parce que cette grande transformation, naturellement, dès lors qu'il s'agit d'émettre moins de CO2, tout ça serait plus simple si dans le même temps nous n'avions pas une demande mondiale d'énergie qui croissait de manière entre guillemets exponentielle. Et le monde qui est autour de nous est très différent de ce que nous observons en Europe, où on est plutôt effectivement dans une démarche qui a du mal à s'engager, mais c'est le sens de notre histoire d'efficacité énergétique. Et bien le monde qui est autour de nous est un monde dans lequel la demande d'énergie explose. Comme vous le savez, en matière énergétique, on a tout comme les climatologues, on aime bien les scénarios de long terme et leur traduction économique. Et bien vous avez là une vision qui est celle de l'Agence internationale de l'énergie à 2035. Donc là, si 2050 c'est demain, 2035 c'est le début d'après-midi ou c'est le début de la soirée. Et donc à cet horizon, la Chine en particulier devrait peser en termes énergétiques à peu près autant que l'ensemble de l'OCDE, l'Europe, les États-Unis et le Japon. Donc en tant que tel, c'est un basculement du monde. Alors derrière tout ça, il peut y avoir des raisons de désespérer comme autant de raisons d'espérer, parce que nous sommes là en consommation d'énergie et rien ne nous dit à ce stade sur la manière dont cette demande d'énergie sera satisfaite. Pour l'Asie, il y a de bonnes raisons de penser malheureusement que le poids du charbon restera important. Il y a aussi des raisons de considérer que la vie devenant, au sens propre du terme, difficilement vivable dans les métropoles asiatiques, il y a aussi une demande localement, une pression qui va s'exercer pour modifier les éléments du mix énergétique, accessoirement pour sauver le monde, mais plus prosaïquement pour sauver la vie au quotidien. Et gardons à l'esprit que les classes moyennes asiatiques auront été multipliées par 3 entre maintenant et 2030, et eh bien, ces familles voudront avoir une
sinon une qualité de vie, en tout cas une qualité de l'air analogue à celle qu'on peut trouver dans la plupart des métropoles européennes. Alors il se trouve que cette affaire, elle est également compliquée par le fait, et là je reparle à nouveau en tant qu'économiste, que le modèle économique, entre guillemets, de beaucoup des régions qui sont ici en rouge, qui sont très généralement des pays producteurs d'énergie fossile, eh bien leur modèle économique est plutôt un modèle de subventionnement que de taxation de la consommation d'énergie fossile. Alors c'est assez difficile de leur jeter la pierre, même si en Europe on est, et notamment en France, on est dans une orientation pour ce qui est des signaux envoyés par la taxation qui est différente. Eh bien, historiquement, tous ces pays ont construit en quelque sorte leur contrat social, et avant qu'on ait la pleine conscience des menaces du changement climatique, ils ont construit leur contrat social sur le fait que l'énergie fossile étant disponible localement, il était finalement de bonne politique de la donner pratiquement aux populations. Tout ça crée des effets d'inertie absolument considérables, et modifier ces systèmes, ça va revenir à modifier le contrat social. On le voit bien, on voit bien la difficulté en France dès lors qu'il est question d'écotaxe ou dès lors qu'il est question d'augmenter le prix de l'électricité. Nos gouvernants sont face, si tant est qu'ils en aient la tentation, sont face aux pires difficultés. Eh bien, à l'intérieur de ces pays, on observe les mêmes problèmes. L'Agence internationale de l'énergie, pour avoir un ordre de grandeur, nous dit que les subventions au niveau mondial à la consommation d'énergie fossile sont 3, 4, 5 fois supérieures aux subventions aux renouvelables. De telle manière que finalement, et pour le dire rapidement, le modèle économique mondial va à l'encontre des types de signaux qu'il faudrait envoyer pour entamer et accélérer la transition énergétique. Donc c'est un facteur d'inertie qu'il faut avoir à l'esprit, notamment si on garde bien la contrainte de temps. On a 2-3 décennies devant nous pour amorcer cette transition. Autre facteur, ça a été évoqué durant la présentation de Jean Jouzel et les questions qui lui étaient posées. On a un peu de mal, par ailleurs, à avoir des signes de prix qui soient constants, cohérents et qui permettent de se déterminer. Donc là, vous avez une magnifique courbe qui est celle du prix du pétrole et qui ne permet de dire à peu près rien. Il se trouve que le prix du pétrole, c'est un prix qui est un prix directeur pour beaucoup d'investissements, et on passe par des périodes de conviction sur le fait que le pétrole sera cher, très cher. Et je me souviens que dans mon université, nous avions été très visionnaires. Au pic qui se trouve, qui est l'Everest en 2008, nous avions organisé une magnifique conférence dans mon université sur les conséquences d'un prix du pétrole à $300. Quelques jours avant que ce prix ne s'effondre, donc il est tombé à 40, il est remonté sur une espèce de plateau aux alentours de 100, et puis aujourd'hui on ne sait pas bien. Il y a de bonnes raisons de penser que ce prix va remonter, mais en tout cas, et c'est particulièrement embêtant à quelques mois de la COP 21, le fait de ne pas avoir de conviction fermement acquise et de consensus, de vision commune sur le fait qu'il faut se débarrasser du pétrole parce que le pétrole est cher, eh bien c'est pour le moins embêtant. Alors on pourrait naturellement s'abstraire de ce problème, contourner la contrainte avec une bonne taxation, mais on revient sur la difficulté qui est celle de l'acceptabilité de ces taxations ou sur la flexibilité de ces taxations. Vous vous souvenez qu'il était question à une époque de TIPP flottante, voilà, de telle manière qu'on maintienne le prix final à un niveau à peu près constant et que ça permette, voilà, pour des gens qui veulent se séparer du fioul, qui veulent migrer vers des véhicules électriques ou hybrides, etc., d'avoir un calcul économique qui leur soit facilité. Donc tout ça, à l'évidence, c'est pas une bonne nouvelle. Ça n'est pas une bonne nouvelle si le prix reste bas. Ça n'est pas une bonne nouvelle si le prix est erratique et crée des difficultés à se projeter dans l'avenir. Or néanmoins, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y en a deux autour desquelles je souhaiterais un peu plus longuement maintenant amorcer la phase d'atterrissage et pour que nous puissions ensuite tous débattre. Premièrement, il se trouve que pour un pays comme la France, finalement, et quel que soit ce qu'on a pu dire sur les éléments précédents, les incertitudes du monde, les tensions, finalement, nous, on est un peu en dehors de toutes ces contradictions et toutes ces incertitudes. Il me semble qu'on a un modèle économique qui est assez simple dans sa substance et singulièrement compliqué à mettre en œuvre. Notre facture d'importation d'énergie fossile est passée d'à peu près 15 milliards à la fin du contre-choc pétrolier
c'est-à-dire à peu près en 2000, à, disons, environ 65 milliards pour ces dernières années. Il va baisser là, pour l'année en cours compte tenu de la baisse du prix du pétrole, mais enfin, si on fait l'hypothèse que ce prix pourrait remonter, on a là un ordre de grandeur. Donc notre facture a fait à peu près x3, et c'est naturellement dans cette ressource qu'il faut aller puiser et inventer des modèles économiques, notamment des modèles économiques locaux, qui permettent de recycler cet argent qui est perdu, qui a en plus un contenu en termes de valeur ajoutée hexagonale et d'emplois hexagonaux qui est assez limité. Donc il faut aller puiser. L'ordre de grandeur qui est apparu dans le débat, c'est de dire que pour financer la transition énergétique, on a un besoin de financement qui est de l'ordre de 40, 50 milliards par année. Virginie Schwartz précisera tout ça, à comparer, et c'est une étude de la Caisse des dépôts qui a été publiée tout récemment, fin 2014, à comparer à un investissement au début des années 2010 dans les filières bas carbone de l'ordre de 20 milliards. Voilà, il faut faire à peu près x2. Ça voudrait dire, si on faisait l'hypothèse qui est assez héroïque, qu'il nous faudrait puiser dans cette manne qui est celle de la facture pétrolière, qui de fait se trouve perdue, puiser de l'ordre de 20 milliards d'euros chaque année. Alors ça va prendre du temps. C'est d'ailleurs ce qu'on entrevoit dans la loi, enfin, dès lors qu'elle aura été votée, avec un objectif de diminution des consommations d'énergie fossile de 30% en 2030. On est à peu près dans l'ordre de grandeur qui permettrait, de manière pérenne, de gagner 20 milliards d'euros. Et ces 20 milliards d'euros, eh bien, de les investir. Alors là, pour le coup, on a l'embarras du choix, prioritairement dans l'efficacité énergétique, dans l'objectif qui a été défini par le président de la République en septembre 2015. Il est question de 500 000 logements à rénover chaque année. Si on fait un petit calcul de coin de table et si on considère qu'un logement à rénover, c'est à peu près de l'ordre de 20 milliards d'euros, eh bien, de 20 000 euros. Et si on multiplie les deux, il est temps que j'arrête, on a un besoin de financement de l'ordre de 10 milliards d'euros chaque année. Donc voilà, on a différents éléments qui se dessinent, en tout cas en termes macroscopiques, mais moi c'était ma partie du boulot, dans le modèle économique de la transition, si ce n'est que naturellement, nous n'échappons pas aux inerties qu'on a pu évoquer à propos, sur la carte tout à l'heure, de l'Arabie Saoudite ou de la Russie, ou de tous ces pays qui sont emprisonnés dans des modèles qu'il sera difficile de transformer. Nous avons nous-mêmes nos propres inerties. Et bien, pour en sortir, on a 3 jours naturellement pour continuer comme chaque année à trouver des solutions. Pour imaginer une partie d'entre elles, on a là ce qu'on pourrait appeler une vue d'artiste et qui finalement combine toutes les innovations au cas par cas qu'il va s'agir d'encastrer, d'intégrer localement. Donc c'est merveilleux, non pas seulement parce qu'il y a de magnifiques couleurs, mais parce qu'on a finalement toute la palette des possibles avec des usages de la biomasse, avec de la géothermie, j'ai des difficultés à lire, avec naturellement de l'éolien, offshore, onshore, de l'énergie des vagues, et puis on a à l'intérieur de tout ça beaucoup d'efficacité énergétique. On a beaucoup de technologies de l'information autour des smart grids, et alors tout ça ressemble assez peu à la manière dont on imagine généralement une smart city, mais de fait c'en est une. Voilà, donc vous avez 3 jours pour inventer ce type de modèle. Denis, j'ai tenu à peu près, me semble-t-il, j'espère en tout cas. Très bien, cher Patrice, il n'y a pas de problème. Et rejoignez-nous. Merci beaucoup, Patrice Geoffroy. Patrice fait partie de ces économistes modestes, et modèles aussi. Ce que disait mon copain Bernard Maris, il disait effectivement que l'art de l'économie, c'était en général d'expliquer très vite pourquoi il s'était trompé la veille. Voilà. Et non, mais c'est intéressant sur le cours du pétrole, on est absolument là. C'est-à-dire que évidemment que ça va durer un certain temps, mais quand on sait comment est financé le modèle, par exemple, de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que ils ont énormément de fonctionnaires. Nous, c'est de la rigolade à côté. Hein. Voilà. C'est énorme. Et leur système fonctionne avec un baril qui est aussi entre 80 et 100 euros, on va dire, de dollars le baril pour que leur système tienne. Donc, ils ont quelques réserves, comme vous l'avez compris. Donc, ça va tenir quand même, histoire d'aller embêter les concurrents aussi, à la fois russes et autres.
mais ça ne durera pas autant que les impôts, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, évidemment, pendant un certain temps, on se dit « Ah, bah alors pourquoi faire des énergies renouvelables si le pétrole n'est pas cher ?» Mais non, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ce qui est assez enthousiasmant aussi quand même dans cette histoire, ne serait-ce que ce graphique qui est très compréhensible, mais ça on va pas le détailler, c'est que actuellement on a plein de signaux faibles. À la fois en France, en Europe et aussi dans le monde, mais qui, c'est vrai, ne font pas encore sens. Donc notre civilisation, elle est là. C'est essayer de faire sens avec tout ce qui existe. Et moi, je préfère voir ce côté-là plutôt que de tomber dans la résignation, sinon on ne s'en sort pas. Puis de toute façon, on a des enfants, on a des petits-enfants, donc on va avancer. Et on va regarder du côté de l'Europe, aussi peut-être pour voir si 28 transitions énergétiques, chacune de leur côté, font sens. Donc, Anne Houtman, prenez ce micro, s'il vous plaît, je vous en prie, parce que vous êtes donc la conseillère principale du directeur général de la Direction générale de l'énergie. Et là, on a besoin, d'un point de vue européen, peut-être que vous nous présentiez, que vous nous rappeliez quelle est l'ambition donc européenne, si effectivement on a une Europe de l'énergie ou non. Donc quels sont les engagements, s'il vous plaît, déjà au départ? Je vous en prie. Alors d'abord, l'Europe a depuis longtemps des ambitions en matière de changement climatique, y compris des ambitions d'un leadership mondial. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, c'est toujours au niveau européen une politique de long terme. Alors, on a depuis 2007 un cadre pour l'énergie et le climat à 2020, qui est le fameux cadre 20, ce qu'on appelle 20-20-20. Donc, peut-être pour rafraîchir la mémoire, c'est 20% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Attention, je suis belge, alors j'ai un peu tendance à dire 1990. 1990, d'ici 2020, 20% de notre consommation qui devrait être du renouvelable et 20% d'efficacité énergétique, ce qui est en fait 20% de réduction de notre consommation d'énergie par rapport à un scénario business as usual. Alors, depuis qu'on a fixé ces objectifs, les choses ont pas mal changé dans le monde. Et il y a beaucoup d'éléments de géopolitique et d'économie dans les autres grandes parties du monde qui ont modifié assez fortement le contexte, sans parler de la crise économique en Europe qui a eu un effet assez désastreux sur les investissements, qui a eu aussi un effet désastreux sur le prix du carbone, même si on peut considérer que c'était bien là l'objectif. Le prix du carbone dans un système comme ça doit avoir le niveau nécessaire à atteindre l'objectif. Donc s'il y a d'autres facteurs pour atteindre l'objectif, ce n'était pas normal que le prix du carbone baisse, mais ce n'était pas tout à fait ce qu'on voulait pour pouvoir encourager des investissements dans la bonne direction. Je rappelle juste simplement que la Suède s'en est pas trop mal sortie. C'est pas exactement un pays parmi les plus pauvres. Une fois de plus, il ne s'agit pas de comparer un pays forcément de 9 millions d'habitants et de plaquer à chaque fois un modèle sur le nôtre. Non, pas du tout. Mais ils ont fonctionné avec une taxe carbone à 100 €, hein, à peu près la tonne. Oui. La crise environnementale, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense un élément qu'on oublie parfois, c'est l'effet qu'a eu Fukushima sur les choix de certains pays par rapport au nucléaire et sur les coûts du nucléaire. Un autre élément, c'est évidemment le développement des énergies fossiles non conventionnelles, notamment des gaz de schiste aux États-Unis, avec toutes les conséquences sur les prix du charbon et maintenant le prix du pétrole. Et puis des évolutions technologiques assez importantes qui ont fait que certaines technologies, d'ailleurs, sont devenues matures et peuvent être compétitives avec les énergies fossiles. Alors, autre élément qui joue dans notre analyse, c'est le besoin qu'ont les entreprises d'une visibilité à plus long terme. 2020, c'est vraiment demain pour une entreprise qui veut investir dans un secteur où les investissements s'amortissent sur de très longues périodes, de 30, 40, voire 50 ans. Et dernier élément qu'on a déjà mentionné suffisamment ce matin, c'est évidemment être prêt. L'Europe doit être prête pour avoir
ses engagements à donner à la fin du mois de mars, avant la fin du mois de mars, pour la COP 21 et pouvoir justement jouer ce rôle qu'elle souhaite jouer à la conférence de Paris. Alors, c'est avec tous ces éléments de cadre que le Conseil européen du mois d'octobre a décidé d'un cadre pour l'énergie et le climat à 2030, sur base des propositions de la Commission qui avaient été faites en janvier pour ce qui concerne nos émissions de CO2 et le renouvelable, et en juillet pour ce qui concerne l'efficacité énergétique, puisque notre cadre porte toujours sur ces trois éléments. Et donc, les 28 chefs d'État et de gouvernement des États membres, à l'unanimité, se sont fixés pour objectif une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, une consommation de 27% de renouvelables en 2030 et une réduction de notre consommation d'énergie de 27% aussi à 2030. Alors, une chose qui peut-être vaut la peine d'être soulignée, c'est d'abord que notre objectif était de définir une trajectoire qui soit cohérente avec nos engagements à 2050, donc notamment l'engagement sur les 2 degrés centigrades et l'engagement de réduire d'au moins 80% nos émissions. Deuxième chose que je pense qu'il est important de souligner, c'est que beaucoup plus que dans la période précédente, l'Europe lie ses objectifs en matière d'énergie et de climat à ses objectifs en matière de sécurité énergétique et en matière de politique industrielle. Et vraiment, ces trois objectifs, qui sont d'ailleurs les objectifs du traité en matière d'énergie, donc l'énergie durable à des prix abordables et qui assurent notre sécurité énergétique, sont en fait trois objectifs qui ont des synergies très fortes. Pour prendre un exemple tout simple, il est clair que produire plus localement du renouvelable a un effet positif sur notre sécurité d'approvisionnement, ça veut dire réduire notre facture d'importation, et la même chose si on arrive à modérer notre consommation. Donc il y a vraiment de fortes synergies entre ces éléments. Et le Conseil européen veut vraiment les laisser indissociables. Alors, au niveau... Je vous en prie, la mise en œuvre, tout ça... vous y arriviez. C'est juste ce qui est mis là. C'était juste que vous aviez noté, mise en œuvre, d'accord, parce que moi je voulais effectivement savoir comment on allait faire. Bon, tout ceci est formidable, des chiffres on en a eu déjà effectivement pas mal, donc effectivement, moins 40 gaz à effet de serre, plus 27 énergie renouvelable, moins 27 de consommation d'énergie, d'ici 2030, on signe, parfait. Maintenant, effectivement, comment on fait? Voilà, alors mise en œuvre, on est évidemment en train d'y travailler puisque les objectifs viennent d'être fixés seulement fin octobre, mais les outils vont être les outils traditionnels, c'est-à-dire là où c'est nécessaire de la législation que la Commission va mettre sur la table, mais tout en sachant que la Commission Juncker a des exigences très fortes en matière de subsidiarité. Deuxièmement, les outils financiers, où on va mettre au service de ces objectifs non seulement les fonds structurels, mais aussi les fonds pour les infrastructures, et le plan Juncker, qui va avoir un volet très important en matière d'énergie, qui va servir pour les infrastructures, pour le renouvelable et pour l'efficacité énergétique. Et puis, un troisième outil, qui est l'outil de gouvernance. Alors, ça va porter sur le mécanisme qui est utilisé au niveau européen sur le changement climatique, qui est le système d'échange de quotas. Donc, il va y avoir une révision du système d'échange de quotas selon les orientations qui ont été fixées au mois d'octobre, c'est-à-dire on va avoir une réduction du cap de 2,2% par an, qui est cohérent avec la réduction de 40%. On a mis sur la table une proposition d'une réserve de marché. Alors ça veut dire retirer certains quotas du système pour pouvoir jouer avec cette réserve, pour essayer d'éviter que dans des circonstances exceptionnelles, on ait les effets qu'a eu la crise sur le prix du carbone. Donc essayer de maintenir une certaine stabilité du prix du carbone. Les quotas de carbone, c'est un casino comme un autre. Soyons très clairs, c'est-à-dire que c'est devenu aussi un marché absolument financier. Donc là-dessus, j'entends bien effectivement qu'on essaye de corriger tout ça, mais est-ce qu'il y aura des engagements qui seront
contraignants, d'autres qui seront donc non contraignants. Et ces engagements non contraignants, comment on va pouvoir les faire respecter ? Alors, par définition, les engagements en matière de réduction de carbone dans les secteurs qui sont soumis au système sont contraignants, parce que le système, c'est inhérent au système. Alors, l'objectif de renouvelable, il est contraignant au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a un engagement des chefs d'État d'atteindre ce niveau. Et le boulot qu'on a à la Commission, qui n'est pas toujours d'ailleurs très sympathique, c'est d'avoir un système de gouvernance qui permet de faire en sorte que ces États membres, ces gouvernements qui ont pris des décisions, respectent leurs engagements. Et donc là, on va procéder par un système itératif, c'est-à-dire qu'on va d'abord demander aux États membres de nous soumettre des plans, et on va leur demander que ces plans couvrent tous les aspects, plutôt que d'avoir, comme dans le passé, un plan pour le climat, et puis un plan pour le renouvelable, et puis un plan pour l'efficacité. Alors, un plan. Chaque État membre va nous soumettre ses ambitions, et si l'addition de ces ambitions n'arrive pas aux objectifs que se sont fixés ensemble les chefs d'État, on va retourner chez eux de façon itérative, alors, en tenant compte pour chaque État membre de sa richesse, de son potentiel et de son point de départ, pour essayer de le pousser vers son maximum raisonnable, tout en sachant qu'il faut une répartition des efforts assez équitable, tout en sachant aussi qu'on va avoir besoin de solidarité, parce que l'objectif aussi d'efficacité économique veut qu'on cherche par exemple les gains d'efficacité énergétique là où ils sont les moins chers à obtenir. Or, il se fait que ça, c'est surtout dans les pays les plus pauvres. Et donc ça va demander une certaine solidarité des autres États membres pour aider aussi au financement de ces efforts, mais qui sont plus efficaces si on regarde l'intérêt général. Et ça, c'est toute la difficulté au niveau européen, c'est de faire prendre conscience, et ça c'est aussi le sens de l'union de l'énergie, qui est ce projet politique qu'on veut mettre en œuvre, d'arriver justement à nos objectifs d'une façon plus solidaire, plus coopérative. Alors c'est très curieux, parce que si on a un tout petit peu de mémoire, notre Europe s'est quand même créée sur une communauté européenne du charbon et de l'acier. Autrement dit, c'était sur une énergie commune, qui à l'époque donc était le charbon. Aujourd'hui, on sait très bien que vous employez ces termes-là, d'union de l'énergie, parce qu'on n'a pas véritablement de politique énergétique. Hein. Je le disais tout à l'heure, on sait très bien que qui détient l'énergie détient le pouvoir. Bon, ça, c'est pas nouveau, ça a été de tout temps. Et donc, on a quand même plus ou moins 28 politiques énergétiques aujourd'hui qui, parfois se croisent, parfois peuvent se compléter, ou bien parfois, effectivement, qui se confrontent. Donc, votre rôle, c'est-à-dire qu'avec le rôle de la Commission, pour cette union de l'énergie, c'est quoi son ambition? C'était qu'on arrive à avoir une politique énergétique un peu plus commune, on va dire. Alors c'est très intéressant, parce que les États membres sont différents par nature. Ils ont des ressources naturelles différentes, ils ont des traditions différentes, ils ont fait des choix démocratiques différents par rapport au nucléaire, ils ont des situations géographiques différentes qui font qu'ils sont plus ou moins dépendants de telles sources d'approvisionnement et qui sont plus ou moins, le solaire est plus ou moins efficace chez eux ou moins. Donc on ne va pas changer la diversité des États membres, et il faut accepter de la flexibilité. Mais dans une union, on peut être très différent. On peut faire très bien marcher un couple avec deux personnes très différentes, qui peuvent au contraire être très complémentaires, qui peuvent être très solidaires, et qui peuvent collaborer. L'un n'exclut pas l'autre. C'est un traité amoureux, quoi, en quelque sorte. C'est ça, quoi. Donc, ça en a les caractéristiques. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Anne Ousmane. Je vous lancerai tout à l'heure sur la Convention des maires, parce que ça, c'est tout à fait positif. Donc, on reviendra donc à vous. Virginie Schwartz, prenez donc ce micro. On va cliquer sur la France, car vous êtes la directrice de l'énergie à la direction générale de l'énergie et du climat, donc au ministère, de l'écologie, du développement durable, de l'environnement, du développement durable et de l'énergie, pardonnez-moi. On y était. Oui, c'était pas le bon ordre, mais enfin, en tout cas, j'ai tous les mots, mais ils étaient dans le désordre. Vous reconstituerez le puzzle. Donc, j'y arriverai très très bien quand il y aura la ministre, j'espère. Alors, cette loi de transition énergétique, aujourd'hui, alors, on va pas dire que c'est une révolution, parce que là, ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais comment vous pourriez la qualifier?
Est-ce que ça fonctionne pour le... Oui. Cette loi, en fait, c'est plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que c'est à la fois l'occasion de se fixer des objectifs, et notamment de s'inscrire dans ce qui a été décidé dans le cadre européen. Donc, évidemment, on traduit les objectifs européens, mais même on va parfois un peu plus loin. On reprend l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030. Et sur les énergies renouvelables, on est un peu plus ambitieux, puisqu'on a l'ambition d'avoir 32% d'énergie renouvelable dans notre consommation d'énergie en 2030. Et puis, sur l'efficacité énergétique, on ne compte pas de la même manière parce que sinon ce serait trop simple. Donc on dit qu'on va réduire de 20% notre consommation, mais comme c'est en valeur absolue et non pas par rapport à un scénario de référence, on est aussi assez ambitieux. Donc ça, c'est la première chose que fait la loi, des objectifs qui sont ambitieux, qui vont loin. Je ne sais pas s'ils sont révolutionnaires, mais ils sont très clairement ambitieux. Mais la loi, ce n'est pas que ça. C'est aussi des nouveaux instruments de gouvernance. Et c'est important, quand on se fixe des objectifs à aussi long terme, de voir comment on va suivre dans la durée l'atteinte de ces objectifs, l'avancement, les progrès qu'on fait pour pouvoir réajuster nos politiques. Et ça, c'est les nouveaux outils de la loi que sont la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et puis, la loi, elle met en place des outils pour accélérer, pour entraîner, pour faciliter les projets. Et du coup, elle est complétée tout de suite par d'autres choses. Elle est complétée par des solutions en termes de financement, elle est complétée par des appels à projets. Parce que on ne peut pas impulser des dynamiques, faire émerger des projets uniquement avec de la réglementation. On a aussi besoin d'apporter du financement, d'apporter de l'incitation, d'apporter de l'accompagnement. Alors parlons des collectivités locales, Virginie Schwartz, parce que ça nous intéresse bigrement ici donc, aux Assises nationales de l'énergie. On s'en doute bien, on sait très bien que le gros du boulot, ce sont les territoires, les collectivités locales qui vont le faire, le citoyen d'ailleurs aussi. On a évidemment notre part individuelle. Donc pour les collectivités, quels sont les plus ? Voilà, qu'est-ce qui va être, qu'est-ce que le régalien, on va dire, va garder véritablement, et quelles sont les ouvertures donc possibles pour les collectivités ? Alors, la loi, elle ouvre un certain nombre de possibilités nouvelles, d'actions locales. On peut en citer. Elle ouvre des possibilités sur le tiers-financement. C'est un des sujets où finalement, en s'appuyant sur des expérimentations, des choses qui étaient déjà menées, la loi va un petit peu plus loin ou facilite un peu les choses. Elle permet la participation des collectivités locales au capital de sociétés anonymes qui produisent des énergies renouvelables. Elle permettra un accès facilité aux données sur la production et la consommation d'énergie sur le territoire. On sait que c'est essentiel de bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir construire des plans d'action et pour pouvoir les suivre dans la durée. Voilà, tout un tas de choses comme ça qui sont des possibilités ouvertes sur lesquelles les collectivités vont pouvoir s'appuyer pour construire leurs actions au niveau du territoire et pour finalement faire en sorte que la transition soit appropriée par tous et soit vécue par tous comme un projet de territoire. Je reviens sur ce qui s'est dit ce matin sur le débat sur croissance ou pas croissance. J'ai envie de dire peut-être que la question ne se limite pas à ça. C'est finalement, est-ce que cette transition énergétique, elle va répondre aux attentes des acteurs, des gens, des citoyens, des entreprises, est-ce qu'ils vont s'y retrouver voilà, Patrice Geoffrin disait les transitions vont s'inventer localement, et je crois que c'est vraiment ça, l'invention locale, c'est construire des projets de territoire. Alors, les collectivités, donc on ouvre des possibilités nouvelles pour toutes les collectivités. La loi, elle ouvre aussi la possibilité de faire des expérimentations, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas simples, et donc on a besoin de les tester avant de se dire qu'on va les généraliser. Typiquement, c'est le cas quand on parle de ce que la loi appelle les flexibilités locales sur le réseau de distribution. C'est-à-dire, finalement, comment est-ce qu'on optimise les équilibres entre la production et la consommation à l'échelle d'un territoire ? Comment est-ce qu'on va
voilà, modifier un peu ces équilibres, un peu plus piloter la consommation, peut-être adapter la production à la consommation, mais aussi la consommation à la production, ce qui est plus nouveau. Donc là, expérimentation. On va aussi faire des expériences dans le même ordre d'idée sur le déploiement des réseaux électriques intelligents, du stockage, ces innovations techniques qui sont, je suis sûre, sur le joli dessin, oui. voilà, qui vont être ces outils qui vont faire un peu le ciment entre toutes nos différentes innovations. Et puis, c'est-à-dire c'est le réseau, hein, c'est quand même ça qui va être déterminant. C'est les réseaux, je dirais même, pardon, parce qu'on pense toujours au réseau électrique intelligent, et c'est vrai qu'on en parle, mais c'est aussi la convergence des réseaux, et notamment la convergence entre le réseau électrique et le réseau de gaz, et puis demain aussi l'interaction avec les réseaux de chaleur, qui nous permettra vraiment de construire des systèmes énergétiques Juste un petit complets. rappel, enfin vous le savez les uns les autres, mais enfin en France, on va dire que quand on parle d'électricité, on est sur 24% ou 25% du problème. Le pétrole, ça va être 46%, et puis le gaz, 22% me semble-t-il. Donc voilà, on n'est pas que sur le débat, évidemment, de l'électrique, et surtout dans ses assises. Mais faciliter le développement de projets sur les territoires, bien sûr, c'est donner des nouveaux leviers aux collectivités pour animer, pour impulser, mais c'est aussi faciliter les choses pour les porteurs de projets. Et il y a dans cet esprit-là, dans la loi, un certain nombre de simplifications. Allons-y. Il ne faut peut-être pas que le choc soit trop brutal ou violent. Mais, il faut 10 ans pour tirer une ligne TGV au minimum. Il faut 7 ans pour tirer effectivement des éoliennes. On n'a toujours pas une seule éolienne offshore actuellement qui est plantée. Bon, mais donc comment on va faire alors racontez. Par exemple, la loi généralise le principe du permis unique, hein, qui a été expérimenté dans quelques régions pour l'éolien, pour la méthanisation d'un côté, et puis pour l'hydraulique, on va dire, enfin pour les installations qui relèvent de la loi sur l'eau. Voilà. On a testé, on a expérimenté ces simplifications, et là on va vers une généralisation. Un des exemples de simplification pour les porteurs de projets. Bon, ça, je crois qu'on le souhaite. Ceci dit, ce que je voulais quand même dire, c'est important d'avoir ces nouvelles opportunités qui sont données au niveau local. Hein, c'est bien l'esprit de la loi, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat, et il ne faut pas non plus chercher à opposer les différents niveaux de territoire. On a besoin d'action au niveau européen, on a besoin d'action au niveau international, et on est tous aujourd'hui complètement imprégnés du contexte de la COP. On a besoin d'action au niveau national, et on a besoin d'action aux différents niveaux de territoire. Et quand on renforce les capacités d'action à un niveau, c'est pas au détriment des autres que ça se fait, c'est bien en complémentarité, et sans remettre en cause un certain nombre de fondamentaux de notre système énergétique auxquels je crois la majorité des Français sont attachés. Voilà, typiquement la péréquation tarifaire, qui est un sujet très français, mais quand on interroge les Français, on voit qu'il y a vraiment un fort attachement à cette idée-là. Et il ne faudrait pas non plus laisser croire que parce qu'on a davantage de subsidiarité, peut-être pour parler un vocabulaire européen, ou davantage d'action locale, on a moins ou on n'a plus de péréquation tarifaire. D'accord, donc les fondamentaux, on va dire régaliens, péréquation tarifaire, sécurité, on imagine aussi, donc énergétique en font partie. Juste un petit mot, avant effectivement, ça va nous faire une transition avec les énergies renouvelables. Quid des recours abusifs contre les énergies renouvelables aussi? Problème éternel de conciliation, de préoccupations qui sont également légitimes. On a une ambition qui est forte de développer les énergies renouvelables, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est très gêné par la multiplication des recours, et y compris par un certain nombre de recours qu'on peut calculer, qu'on peut considérer comme étant abusifs. De l'autre côté, dans un État démocratique, dans un État de droit,
voilà, la possibilité pour les citoyens de contester les projets qui sont mis en œuvre, même quand ils sont soutenus par les pouvoirs publics, est quand même une garantie essentielle de démocratie. Donc voilà, il faut qu'on arrive à concilier ces deux objectifs. On travaille sur un certain nombre de pistes, par exemple sur les projets d'éolien en mer, qui sont des projets très gros, très spécifiques, très peu nombreux et très chers. Le fait de réduire le nombre d'étapes d'appel et donc d'avoir une cour administrative d'appel qui se prononce en première et en dernière instance pour réduire les possibilités de recours abusifs, tout en gardant des possibilités de recours qui permettent à la démocratie de s'exprimer. Voilà, ça fait partie des solutions pratiques qu'on essaye de trouver en maintenant un équilibre. Voilà, vous avez pas mal répondu. C'est que c'est pas très très simple. Donc les jeunes qui nous écoutaient dans la salle, devenez avocats en environnement. Vous aurez du boulot sur les énergies renouvelables. Non, mais pas seulement en environnement. Vous avez raison. Voilà. Bon, j'aurais d'autres questions éventuellement pour vous relancer sur le côté financement et des collectivités si on a le temps. Christine Lins, prenez ce micro. Vous êtes la secrétaire générale de Rennes 21, qui a été créée en 2004 et qui rassemble alors des acteurs du public et du privé. Alors c'est aussi bien la Commission européenne, les Nations Unies, la Banque mondiale, l'AIE, les ONG, les universitaires, le PNU aussi, etc. Donc ça fait beaucoup de monde, et vous êtes aussi notre femme énergie renouvelable. Globalement, si on repart d'un petit côté mondial, ça se porte pas mal les énergies renouvelables, on va dire, dans le monde aujourd'hui. On voit une croissance quand même assez folle. Oui, tout à fait. Donc, la dernière décennie, les dernières 10 années ont vraiment montré une croissance énorme en matière d'énergie renouvelable. Je dirais qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, l'Europe était vraiment tout au début du développement avec les États-Unis, etc. Et je crois que ce qu'on a vu pendant cette décennie, c'est vraiment une globalisation du développement des énergies renouvelables, notamment beaucoup d'activités en Asie, la Chine qui n'existait pas sur la carte des énergies renouvelables en 2003, qui a introduit la première loi pour la promotion des énergies renouvelables en 2005, est devenu le leader mondial. Mais ça, pas seulement donc la Chine, aussi les pays en Afrique, en Amérique latine. Donc on voit qu'il y a énormément de développement ces dernières années, malheureusement un peu en dehors de l'Union européenne. Mais la bonne nouvelle, les pays en développement qui ont besoin de capacités de production d'énergie supplémentaires, qui ont soif d'énergie, c'est eux qui misent sur les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que les coûts ont considérablement baissé. En venant ici, en train hier, j'ai lu une étude de la Deutsche Bank qui a été publiée la semaine passée, que les analystes estiment la parité réseau du photovoltaïque pour 80% du monde entier en 2017. Combien vous dites ? 80% du oui, monde 80%, entier. D'accord. Donc on voit bien que, je dirais, la donne a vraiment changé. On a aujourd'hui un secteur qui emploie 6,5 millions de personnes dans le monde entier, comparé à 3 millions en 2004. Vous avez maintenant 150 pays dans le monde entier qui ont des cadres politiques pour la promotion des énergies renouvelables. On était à 48 en 2004. Vous avez, en 2014, il y avait à peu près 310 milliards de dollars investis dans ce que Bloomberg New Energy Finance appelle Clean Tech. Donc, c'est l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables confondues. Donc, on voit bien que c'est devenu un secteur qui se développe. On a bien sûr des champions. On a des pays qui ont pris de l'avance et d'autres qui suivent. Oui. Ce qui est très intéressant, on publie un rapport annuel qui s'appelle le Global Status Report. C'est un rapport sur le développement des énergies renouvelables dans le monde, marché, industrie, politique, tout confondu, investissement. Et donc là, on montre l'investissement en termes absolus. Et vous avez des pays comme la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Angleterre, l'Allemagne, en termes absolus. Mais on a fait une comparaison des investissements par rapport au PIB.
Et là, la liste est complètement différente. Donc, vous avez l'Uruguay, le Mauritius, Costa Rica, l'Afrique du Sud et le Nicaragua. Et ça montre, je crois, qu'on a des pays en développement qui vraiment font de plus en plus d'efforts de développer ce secteur. Alors ça fait quand même un chiffre d'affaires aujourd'hui de 300 milliards de dollars quand même ces énergies renouvelables dans le monde. C'est-à-dire c'est pas encore comme l'argent de la drogue, mais on va quand même y arriver au fur et à mesure. Parlez-nous maintenant s'il vous plaît quand même énergie renouvelable au niveau européen, puis après on va aussi redescendre au niveau de la France parce que c'est intéressant d'avoir quand même votre sentiment, Christine Lintz. Donc au niveau européen, on l'a bien entendu avec Anne Houtman, Union de l'énergie, donc qui est en train de se mettre en marche, on va dire tranquillement. Que pouvez-vous dire sur ce thème? Mais donc, je le disais déjà au début de mon intervention, oui. Donc l'Europe était vraiment au début du développement. Je crois. Ça a été en pointe, mais véritablement. Oui. Oui, et je crois qu'il faut clairement aussi dire, parce qu'il y a aussi beaucoup de polémiques en France par rapport à la politique énergétique allemande. Je ne suis pas allemande, je suis autrichienne, donc je peux me prononcer sur l'Allemagne. Pays très en avance sur beaucoup de choses d'un point de vue écologique, il faut le dire. Oui. Mais donc, soyons très clairs, je crois la baisse des coûts du photovoltaïque dans le monde aujourd'hui, c'est grâce au développement de l'Allemagne dans ce domaine. Oui. Donc, vous avez des politiques comme Anne Houtman a évoqué, des politiques complètement différentes dans différents pays. Il ne faut pas oublier que 51% des installations de production électrique en Allemagne sont dans les mains des individus, des coopératives, etc. Et donc, bien sûr, la transition énergétique se fait probablement un peu plus facilement là-bas parce que le consommateur, l'individu est impliqué. Et je crois il faut, quand on parle de transition énergétique, à long terme, on parle de décentralisation et on parle de l'implication de la population. Et je crois, c'est pour ça, les communautés, les territoires locaux, vous êtes vraiment au centre de cette transition parce que c'est avec vos électeurs, vos citoyens que le changement va se faire. Donc, non, mais c'est intéressant. On pourra poser la question à Virginie Schwartz, mais c'est vrai que aujourd'hui, ce chiffre-là, il n'est pas neutre une seconde. Alors, je sais qu'à côté de ça, vous allez me dire, bon, l'Allemagne a rouvert des mines de charbon, de lignite pour produire son électricité, ça on le sait. Mais on n'est quand même pas loin de 30% d'énergie renouvelable. Et ce que vous avez très bien dit, c'est-à-dire que lorsque vous êtes producteur, on le voit très bien, lorsque les citoyens sont impliqués en tant que producteurs, vous avez une baisse qui va réjouir l'ADEME de 20 à 25% en général. Alors, ils payent, eux, leur électricité bien plus cher que la nôtre, on le sait aussi. Mais justement, lorsque vous avez cette possibilité de faire des économies, véritablement, ils en font et ça marche. Une fois de plus, tout n'est pas vertueux, loin de là, mais ça fonctionne quand même pas mal. Mais je voudrais revenir à votre question par rapport à l'Europe. Et là, je crois que vous touchez à un point vraiment important. Je crois qu'il est vraiment temps que les États membres se coordonnent plus au niveau de leur politique énergétique. Parce que, soyons très clairs, transition énergétique veut aussi dire renforcement du réseau, c'est la décentralisation. Donc, il faut aussi adapter nos infrastructures aux besoins. Et donc, c'est pas quelque chose qui va uniquement se faire étape à étape, mais il nous faut vraiment, je crois, une approche européenne. Et la proposition de la Commission de créer une union de l'énergie, elle est vraiment bonne. Et aussi, quand vous étudiez le programme du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, il met un accent sur les énergies renouvelables. Il dit que l'Europe doit maintenir ou devenir leader mondial dans ce domaine. Je crois qu'il y a beaucoup de domaines où l'Europe peut être leader. Est-ce l'intégration, développement des politiques d'intégration énergétique, gestion intelligente des réseaux, etc. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses où il y a beaucoup de savoir-faire en Europe, aussi en matière de recherche. Et je crois que ça sera vraiment au bénéfice de tous les pays de mettre ça ensemble et pas uniquement se focaliser sur les énergies renouvelables, mais aussi intégrer l'efficacité énergétique parce que les deux vont très étroitement ensemble et la kilowattheure qui n'est pas consommée est la plus propre.
Exactement. Là, par exemple, ça va peut-être vous faire sourire, mais comme tout passe même aussi dans le geste quotidien, je vais faire une interview bientôt de quelqu'un qui bosse dans le domaine des aspirateurs. Bon, très bien. Aujourd'hui, la moyenne, on est entre 1500 watts et 2000 watts le très bel aspirateur qui fonctionne. Ils sont en train d'essayer de travailler sur des modèles avec une aspiration, évidemment, qui sera la même, mais d'arriver du côté de 1000 watts. Bon, c'est pas encore fait, mais c'est là-dessus. Nos chers réfrigérateurs, et vous le savez très bien, nos congélateurs qui fonctionnent donc tout le temps, 24 heures sur 24, c'est ce qui consomme le plus dans nos foyers. Là aussi, il y a du travail qui est en train d'essayer d'être effectué. Alors maintenant, parlons effectivement peut-être de la politique française, et Virginie Schwartz pourra bien sûr réagir. On a une véritable ambition, mais c'est absolument incontestable, 27% d'énergie renouvelable d'ici donc de 2030, ce serait, on signe quoi. On sait très bien qu'on a une grosse part d'hydroélectricité donc aujourd'hui en France qui est donc déjà acquise. Mais qu'est-ce que l'on peut dire? Parce qu'on a quand même été, vous l'avez observé vous aussi avec votre œil autrichien, mais je veux dire que la France a été extrêmement leader. On a été il y a quand même quelques années, il n'y a pas si longtemps. On a une politique d'ingénieurs, il y en a plein dans la salle sûrement. On a quand même une intelligence qui est formidable. On prend une matière grise quand même. On peut en être fier. On a été leader sur le domaine de l'éolien, on était leader sur le domaine aussi du solaire. On n'a pas su le transformer de façon industrielle. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur notre politique à nous en matière d'énergie renouvelable? Qu'est-ce que vous observez en matière... Je croyais vous poser la question. Non, vous d'abord et après Virginie répondra. Mais écoutez, c'est toujours très difficile en tant qu'étrangère de s'exprimer sur la politique d'un pays. Je crois que, d'après ce que je crois comprendre, c'est, comme vous dites, effectivement, la France était en avant avec les premières centrales solaires thermiques, etc., etc. Et je crois qu'il y a toujours un tissu industriel dans le pays qui vibre. Je crois aussi que il y a quand même beaucoup d'accent sur des projets plus centralisés. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'efforts de développer l'éolien offshore avec des grands consortia. Mais peut-être les énergies renouvelables, surtout les énergies renouvelables décentralisées, se développent pas à grande échelle, parce que aussi en France, la particularité, ce qu'on voit, c'est le choix de la politique énergétique n'était pas un choix nécessairement démocratique. Non. C'était un choix des élites. Et donc, le nucléaire est très, très présent. Le président Hollande, en tant que candidat, a déclaré une baisse de nucléaire de 75 à 50% d'ici 2025. On verra. Je ne suis pas très optimiste qu'on va y arriver. Et je crois tout simplement il y a une grande différence dans le débat où peut-être le citoyen français participe un peu moins dans le débat énergétique qu'en Allemagne. Moi, je suis régulièrement à Berlin. Quand vous êtes à Berlin, vous discutez de la transition énergétique avec votre chauffeur de taxi. Je vous donne un autre exemple. Le mois prochain, je suis invitée par le musée allemand à Munich, 1,4 million de visiteurs par an, qui va faire en 2016 une exposition sur les transitions énergétiques dans le monde. Donc, ça montre bien qu'il y a une conscience sur l'énergie beaucoup plus développée que dans d'autres pays. Et je crois ça, on sent aussi dans le débat dans le pays. Non, mais vous voyez, vous avez un avis tout à fait autorisé. Donc c'est vrai que c'était chez nous, soyons très clairs, ça n'a pas été une priorité nationale. C'était entre les mains. C'est un constat. Hein, c'est pas, je fais pas de critique, mais on est quand même entre les mains d'une administration aussi brillante soit-elle, mais qui globalement est pro-nucléaire en France. Et à partir de là, effectivement, le citoyen n'a pas été tellement consulté. Bon, à côté de ça, on a réussi aussi avec ce centralisme à avoir quand même, disons-le, tous les bienfaits, le merveilleux TGV qui nous a emmenés pour aller donc sur Bordeaux, c'est pas les énergies renouvelables qui l'ont amené. Bon, soyons très, c'est ça. Donc ça a été aussi, et on a été capable en l'espace de 12 ou de 13 ans de construire 58 réacteurs nucléaires. Alors après, qu'est-ce que l'on en fait? C'est encore un autre débat. Ça, je le sens très bien venir. Mais c'est sûr que le citoyen n'a pas été quand même complètement associé à cela chez nous. Voilà. Alors ça bouge. Hein. Ce soir, par exemple, il y a Alter Batiba là qui va faire aussi une fête à Bordeaux. Donc ça, c'est le citoyen aussi qui s'en empare. Est-ce que là-dessus, Virginie Schwartz, je ne sais pas, effectivement, sur la gouvernance, ça bouge aussi
parce que c'est pas simple, hein. Votre position d'ailleurs n'est pas simple non plus. En même temps, on a ce côté régalien, on s'en est satisfait quand même pendant de nombreuses années, et puis maintenant on parle d'autoconsommation, on parle de... Alors, cette transition énergétique, je dirais, pour qu'elle soit réussie, il faut aussi qu'elle soit équitable. Vous l'avez très bien dit, la péréquation, je ne crois pas qu'on va la remettre en question, de savoir qu'une ferme qui va être dans la Lozère, j'ai rien contre, j'adore ce département, 78 habitants maximum, va payer effectivement le même tarif que quelqu'un qui va être en ville. Donc tout ça, on est d'accord, ça fait partie de la République au sens fort. Mais est-ce que vous voyez quand même des choses évoluer, là aussi, d'un point de vue, alors, voilà, on va dire ce joli mot de gouvernance, bref, qui a le pouvoir, quoi. Donc jusqu'où on peut aller, quoi. Alors, notre discussion là illustre bien finalement l'idée de transition. C'est-à-dire que c'est pas complètement par hasard qu'on parle de transition énergétique, c'est bien parce qu'on est sur l'idée d'un changement de modèle. Il n'y a pas de doute sur le fait que historiquement, culturellement, le modèle français, et pas que dans le domaine de l'énergie, le modèle français en général est un modèle plutôt centralisé, certains diraient jacobin, et en tout cas qu'il l'est plus que celui de certains de nos voisins. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une vision assez claire du côté des pouvoirs publics sur le fait que atteindre nos objectifs en termes de politique énergétique et climatique passe par une plus grande initiative locale, une plus grande décentralisation des choix, passe par la mobilisation des territoires et des initiatives. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Après, la question, c'est comment on le fait et comment on le réussit pratiquement tous ensemble avec ce changement de culture. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait un sondage où on interrogeait les Français pour leur demander s'ils avaient entendu parler de la transition énergétique. Et là, en fait, beaucoup de gens répondaient que oui, ils avaient entendu parler de la transition énergétique. Bon, alors après, on leur demandait ce que c'était. Et là, effectivement, il n'y a plus que, je crois, un tiers des Français qui avaient l'impression d'avoir une idée de ce que c'était que la transition énergétique. Donc il y a effectivement un vrai travail pour mobiliser les citoyens. Maintenant, le plus important, c'est qu'ils la fassent, pas forcément qu'ils sachent la définir. Donc il y a une évolution de la gouvernance. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat sur est-ce que le nucléaire est un choix démocratique ou pas. Je crois que voilà, il y a des processus démocratiques en France, qui est un pays démocratique, et que voilà, chaque pays peut avoir des choix qui sont différents. Effectivement, l'Autriche a des choix sur le nucléaire qui sont différents de ceux de la France. Ça ne fait pas des choix français, des choix non démocratiques, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a vraiment, au-delà de la gouvernance, la nécessité de transformer aussi nos outils techniques. Et sur la question de l'autoproduction, effectivement, notre système énergétique technique n'est pas aujourd'hui fait pour ça, notre réseau n'est pas fait pour ça, nos systèmes de tarifs d'utilisation des réseaux ne sont pas faits pour ça. Et donc, il faut qu'on voit comment, petit à petit, on peut les transformer, on peut créer des évolutions qui ne peuvent pas être des ruptures brutales, parce qu'un système énergétique, c'est quelque chose de lourd et dont on a vraiment besoin. On ne peut pas se permettre d'avoir des crises. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit... c'est pas une manière de freiner les mouvements, il faut qu'on y aille. Mais je crois que c'est quand même déjà en route. Oui, c'est en route. Peut-être... Approche de la fin, moi je voudrais localement, c'est quand même ça, voilà. Ça bouge localement, bien, c'est en route, ça bouge, et on le voit, et ça se fait aussi, y compris avec le niveau national. J'ai évoqué rapidement tout à l'heure les appels à projets qui ont été lancés par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Et d'énergie, voilà, j'ai dans le bonheur d'écologie, c'est bon. C'est pour que vous révisiez pour jeudi. C'est bon. Voilà, qui ont été lancés par Ségolène Royal en parallèle de la loi. Au moment où elle commençait à présenter la loi au Parlement, elle a lancé 4 appels à projets tournés vers les territoires, sur les territoires zéro déchet, les territoires à énergie positive, les plateformes de rénovation. Les retours qu'on a sur ces appels à projets sont extrêmement dynamiques. Sur les territoires zéro déchet, parce que c'est vraiment une démarche d'excellence, l'objectif au départ, c'était d'en retenir 20. Finalement, on en a retenu 3 fois plus, 58,
parce qu'il y avait tellement de demandes et tellement de bons projets que ça paraissait pas possible de se limiter à 20. Sur les territoires à énergie positive ou les territoires de la transition énergétique, comme on les appelle maintenant, les résultats vont être annoncés très bientôt. On a un afflux de demandes. Voilà, les territoires zéro déchet, on va couvrir déjà 7,5 millions d'habitants. Voilà, 7 millions d'habitants sur ces territoires d'excellence. Sur les territoires de la transition énergétique, on est à encore plus. On commence à être dans des démarches qui intéressent, qui couvrent une vraie partie significative du territoire. Ça veut dire qu'on est en chemin vers la massification dont on a besoin. Et je crois, pour moi, c'est ça vraiment la nouveauté par rapport aux discussions qu'on pouvait avoir aux assises il y a quelques années, où les questions de principe sur la gouvernance, sur la décentralisation, etc., étaient finalement les mêmes. Voilà, la différence aujourd'hui, c'est que c'est en train de se faire et ça, c'est bien. Tout à fait. Et bon, sur les déchets, c'est aussi une très bonne nouvelle parce qu'il y a aussi un tel business au niveau du déchet. On est très bon dans le domaine en France, dans le domaine du curatif. La prévention, c'est un petit peu moins évident, mais ça vient. On a des exemples quand même qui sont bien précis. Anne Houtman, quelques mots, alors peut-être rapidement, pardonnez-moi, et après peut-être, pas du tout une conclusion, mais de quelques mots aussi de Patrick Gendron. Le volet convention des maires, le rôle des autorités locales, ça c'est assez enthousiasmant. Aujourd'hui, donc on a 6000, on va dire, volontaires. Donc qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que c'est que cette convention des maires, s'il vous plaît? D'abord, je voudrais peut-être revenir sur ce que disait Virginie, qui me semble fondamental, c'est on a besoin de tous les niveaux. Oui. Et c'est vraiment parce qu'au niveau européen, on était conscient qu'on avait besoin de tous les niveaux, qu'on a une diplomatie climatique très active, qu'on a cette relation étroite avec les États membres qui est la gouvernance dont on parlait tout à l'heure, et qu'on a lancé une initiative déjà en 2006 comme l'initiative de la Convention des maires. Alors, c'est une initiative volontaire où les maires viennent avec un plan et doivent s'engager sur des réductions qui vont au-delà des engagements européens, donc au-delà des 20% européens, et qui leur permet aussi, entre eux, de s'échanger, parce qu'on a dit le local est la source de développement technologique, ça leur permet aussi non seulement une émulation entre eux, mais aussi des échanges de bonnes pratiques et vraiment des transferts technologiques parfois. Est-ce que vous avez un exemple, je sais pas, soit d'une commune, d'une collectivité où ça marche bien, qui vous a assez épaté dans ce domaine? Mais moi, je dis tout au début de la Convention des maires, j'étais allée à Lille. Oui. Et j'avais trouvé assez impressionnant la façon dont la ville avait réussi d'abord à travailler avec d'autres villes, travailler avec Göteborg en Suède, ensuite à mobiliser tous les acteurs locaux. Et je pense que ce qui faisait que ça marchait, c'est qu'on avait mis ensemble les gens normalement qui travaillent en silo, ceux qui s'occupent des déchets, ceux qui s'occupent de l'énergie, ceux qui s'occupent du transport, ceux qui s'occupent de l'agriculture, pour créer un système de recyclage des déchets, de production de gaz, de biogaz qui allait dans les réseaux des bus, donc pour le transport, avec des déchets durs qui allaient vers l'agriculture et avec une collaboration très étroite avec l'université. Donc il y avait tous ces gens qui travaillaient ensemble et qui réussissaient quelque chose qui, à l'époque, était quand même considéré comme un modèle en Europe. Oui, c'est vrai qu'on récupère d'un côté le gras de jambon, on va dire, et puis après, ça arrive dans les réservoirs sous forme de gaz, donc des bus de la région lilloise, pour faire très simple. Donc voilà, ça fait partie effectivement de tout ce qui existe quand même aujourd'hui. Parce qu'une fois de plus, bah oui, on est à la croisée des chemins, on le sait les uns les autres en tant qu'être humain, et puis des choses quand même assez enthousiasmantes existent. Alors Patrick Geoffron, peut-être, je sais pas, quelques mots par rapport à ce que vous avez entendu. Peut-être qu'on peut revenir au point de départ et se demander, finalement, en faisant écho à ce qui a été dit, ce qu'est la transition énergétique. Si on se souvient de l'espèce de looping entre émissions de CO2 et la création de richesses, donc la transition énergétique, c'est la modification très rapide de cette relation, c'est-à-dire que grosso modo, il va falloir qu'on parvienne à développer avant 2050 toute une série de choses, ça étant très vague, qui ne se seraient développées que bien plus tard et donc bien trop tard par rapport aux enjeux qui ont été définis auparavant par Jean Jouzel. Donc on doit gagner grosso modo un demi-siècle. Alors on a pu penser un certain temps, dans une vision très française, que tout ça était avant tout une affaire d'ingénieurs. Il en faut, il y en a beaucoup dans la salle, il y en a à cette table ronde également.
Voilà, je pense que pour l'instant, les ingénieurs, ils ont fait leur partie du boulot. On voit bien qu'il y a des innovations en rupture qui interviendront, mais sans doute trop tard, qu'on saura stocker massivement de l'électricité renouvelable. Ça va arriver trop tard. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de faire avec ce qui est à peu près à maturité, c'est l'efficacité notamment, etc. Je trouve que cette loi, elle est intéressante parce qu'elle décrit assez bien, finalement, dans les tensions et les contradictions qu'on voit au travers de cette loi. Je dirais, pour finir par une pirouette, la loi sur la transition, c'est en tant que telle une loi de transition. Parce que finalement, il y a la tentation très française de faire de la programmation et d'annoncer des objectifs à 2025, à 2030, à 2050. Et puis, dans le même temps, et Virginie nous l'a rappelé, on dit notamment aux gens qui sont dans la salle, faites-nous des propositions, innovez, 200 territoires à énergie positive, 3 fois plus de répondants et de sélectionnés aux appels d'offres pour les territoires zéro déchet, c'est-à-dire qu'on vous invite à innover. Et l'idée, naturellement, c'est de vraiment aider les innovateurs à innover. Et à partir de là, si les choses marchent, naturellement, tout ça va échapper à toute logique de programmation centralisée. Et on est à peu près à ce point de basculement, me semble-t-il, d'où les difficultés de la loi qui tient ces deux bouts et ces deux contradictions à revenir devant l'Assemblée et puis avoir ensuite des décrets d'application. Mais tout ça, au final... Parce qu'on rappelle que quand même tout est dans le décret d'application après. Hein. Évidemment. Mais il me semble que on fera peut-être le constat dans une ou deux éditions de vos assises que ça valait le coup d'attendre, premièrement. Et puis deuxièmement, et pour faire écho à ce que vous disiez sur le développement international des énergies renouvelables, vous avez cité un chiffre de 6 millions d'emplois. Il se trouve que sur ces 6 millions d'emplois, il y en a à peu près 2,5 millions qui sont en Chine. Et ça doit nous interpeller. C'est bien que les Chinois créent beaucoup d'emplois autour des énergies renouvelables. À l'évidence, si on doit faire de cette politique européenne une politique de développement pour l'Europe, ce ne sera pas en allant vendre des panneaux photovoltaïques, ni même probablement des éoliennes en Chine. Ce qu'on pourra vendre, c'est la complexité, la capacité à intégrer dans des territoires tout ce dont on a parlé et ce dont vous allez parler dans les 2 jours et demi qui suivent, notamment l'entrelacement entre les réseaux d'électricité, de chaleur, de gaz, d'eau également, et cette capacité à intégrer, à recréer de l'efficacité et donc à gagner du temps. J'ai tendance à penser que ça aura beaucoup de valeur. Merci à vous, Patrick Gendron. Merci à tous les 4 pour votre énergie renouvelable. On le sent bien. Là, c'est tout à fait formidable. Vous pouvez les applaudir, absolument. Merci beaucoup. Et puis, on va poursuivre notre voyage. Vous avez des ateliers, vous avez le salon, vous avez vous avez le programme de toute façon. Et puis, on va se retrouver. Je ne sais plus si au moins demain et après-demain, donc les uns et les autres avec Anne-Sophie Louvel. Et voilà. Donc, on vous souhaite de très bonnes assises. Et donc, à très très vite. Merci à vous.